Donc voilà pour ce qui est du diagnostic. J'aimerais basculer maintenant sur les pistes de solutions. Vous avez compris que les pistes de solutions, ça ne peut pas être plus de sites de rencontres, parce qu'on se rencontre déjà. Sauf pour une minorité d'entre nous qui, parce qu'elle a un travail, parce qu'elle est timide, parce que ceci ou cela, effectivement, il y a une infime minorité parmi nous qui ne rencontre jamais, qui ne rencontre personne, et qui a besoin qu'on l'aide à rencontrer. Mais le plus gros du problème est loin d'être celui-ci, et il est plutôt de l'ordre de ce que j'ai pu essayer d'analyser avec vous. Alors, quand je dis piste de solution, étant donné la façon dont j'ai analysé le problème, je ne vais pas vous proposer, je ne suis pas un marchand, je dois le préciser, je n'ai rien à vous vendre. Donc je ne vais pas vous décrire une montagne de problèmes pour à la fin vous vendre une application magique qui vous permet de décoder votre type de personnalité, et en 5 minutes, vous allez savoir qui vous êtes et de qui vous avez besoin, et donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous lui faites passer l'application, j'ai un deuxième client grâce à vous, et en 5 minutes, vous allez savoir si c'est lui l'homme de votre vie ou pas. Donc, quand on essaye d'être honnête un minimum, on ne peut pas avoir ce type de raisonnement, qui sont des raisonnements de marchands, mais qui se comprennent. Le marchand, sa finalité, c'est de gagner plus, voilà, pour se donner les moyens de vivre comme il a envie de vivre. Mais quand on est musulman, la valeur première qui doit nous animer n'est pas l'argent, et encore moins dans ce cas-là, mais la valeur première qui doit nous animer, c'est la volonté de plaire à Dieu, et donc de faire le bien, de faire un don, de faire des dons, de se donner, de donner son temps, de donner son intelligence, de donner de son savoir-faire pour essayer de résoudre le problème gratuitement, sans chercher systématiquement à facturer. C'est une maladie, vous savez, que de chercher à tout faire facturer. C'est une maladie qui s'appelle le capitalisme. Mais ce n'est pas une blague. Le capitalisme, sa définition, c'est la tendance à transformer systématiquement un besoin ou un désir en marchandise ou en prestation facturée. C'est la définition du capitalisme. Les musulmans aujourd'hui ont attrapé cette nouvelle maladie qui s'appelle le capitalisme. Dès qu'il y a un besoin, ils pensent facture. Je vais pouvoir me faire un billet. Là où, en tant que musulmans, Dieu nous apprend qu'on ne doit pas regarder tous les problèmes de la société, toute la vie, en termes de est-ce que je peux me faire un billet ou pas. Donc, premier parti pris non pas d'une solution, mais d'une politique du mariage, d'un programme beaucoup plus global qu'une solution technique, c'est la gratuité. Traiter le problème de façon gratuite et non pas de façon payante. D'autant que vous avez beau payer, au final, vous avez des marchands qui n'ont pas analysé le problème, qui vont vous donner des solutions qui vont vous plaire, ça j'ai aucun souci là-dessus, parce que vous êtes sensible à tout ce qui peut être rapide, à tout ce qui peut marcher, ou en tout cas briller, avoir les apparences de quelque chose qui marche. L'être humain est très sensible à ça et c'est normal. Et les marchands se font de l'argent là-dessus, justement. Et la solution ne peut être que gratuite. Il n'y aura jamais assez de marchands pour tout le nombre de célibataires qu'il y a. Pendant des siècles de civilisation musulmane, la question du célibat était une question gratuite. Ça se faisait avec la grande famille, l'entourage, le voisinage, les amis, les gens qui avaient un métier. La couturière, le coiffeur, le savant, le médecin, l'infirmière, etc. Tous ces gens-là qui avaient un métier qui leur donnait du réseau, travaillaient gratuitement à brancher les uns avec les autres. Donc on n'était pas obsédé systématiquement à chercher à se faire un billet derrière la misère des autres. Deuxième parti pris de cette politique du mariage qu'on doit travailler ensemble, mettre en œuvre ensemble, c'est la nécessité de traiter le problème
du célibat et les solutions de façon critique et créative. C'est ce que j'ai essayé de faire de façon très rapide, critique au sens où il faut vraiment évaluer si les solutions qu'on nous vend aujourd'hui marchent. Il faut arrêter de dire ça marche. Je connais quelqu'un qui s'est marié via tel site. Ça ne veut rien dire. Moi, je connais quelqu'un qui va au casino à Cannes et qui a gagné beaucoup d'argent. Est-ce que ça fait que les jeux de hasard sont une bonne chose pour l'être humain? Non. Je connais quelqu'un qui boit de l'alcool et alhamdoulilah, il se sent très bien. Il se sent très bien. Est-ce que pour autant l'alcool est une bonne chose pour l'humanité? Non. Il ne faut pas vous faire avoir par les exemples individuels dont on fait la publicité massivement, dont le but est d'avoir plus de clients et plus de pigeons, pardon. Question-réponse après, bien entendu. Donc, traiter le problème et la solution de façon critique et créative, c'est partir des solutions et vraiment les prendre au sérieux et les évaluer. Arrêter de subir l'effet magique de la nouveauté de ces solutions-là. Ben Nabi, rahimahullah, est un intellectuel musulman qui dit la chose suivante: l'esprit musulman est prisonnier de deux tendances. Il a tendance à se faire avoir par la chose facile d'un côté, la chose impossible de l'autre. La chose facile, c'est quel que soit le problème, je te vends un gadget qui va, un gris-gris, même technique moderne, un site de rencontre qui va muqabala. Voilà. On a un truc, ça s'appelle muqabala. Ça va résoudre tous vos problèmes. Rien que le mot, il est nouveau dans notre langage, même en tant que musulman, et on a le sentiment que le salut est en train d'arriver par ce mot nouveau, al-muqabala. Donc ça, c'est la chose facile. Le problème est trop profond pour se suffire d'un gadget pareil. Premièrement. Deuxièmement, la deuxième tendance que Ben Nabi analyse dans l'esprit musulman, c'est la tendance à se faire avoir par le sentiment que la chose est impossible. C'est impossible. Jamais on sortira de cette galère. Jamais on sortira du problème. Il n'y a pas de solution. On va mourir. Voilà. Ces deux tendances-là, c'est deux tendances maladives. On ne peut pas accepter, et vous avez lu le texte avant cette intervention, on ne peut pas accepter, Dieu n'a pas créé l'être humain sur Terre simplement pour subir tout ce qui se passe, mais au contraire, pour être khalifa fil ard, un successeur qui a le pouvoir d'être libre de diffuser le bien et d'encourager le bien, d'amplifier le bien qu'il y a en lui et autour de lui, ou au contraire, libre de faire le mal, d'amplifier ou de laisser faire le mal qui est autour de lui. Et le célibat est un mal objectif dans la mesure où c'est une solitude qui provoque de la souffrance, mais en vrai, on est dans une société qui produit plein de formes de solitude dont le célibat n'est qu'une forme. Vous avez les retraités, qui est une autre forme de solitude aujourd'hui. Vous avez les divorcés, qui sont une autre forme de solitude. Vous avez les enfants qui sont très jeunes, entre 5 ans et 15 ans, qui grandissent tout seuls devant des tablettes. Donc, le célibat est causé par les mêmes facteurs que l'ensemble de ces différentes formes de solitude qu'on ne voit pas, parce qu'on voit le problème des célibats entre célibataires, le problème des divorcés entre divorcés. Voilà, on a fermé et les sujets et les façons de les traiter. En tout cas, il faut traiter le sujet de façon critique et créative. C'est vraiment le deuxième parti pris que je vous proposais, après le premier qui était la gratuité. Troisième parti pris, il faut vraiment arrêter d'alimenter cette guerre des hommes contre les femmes et des femmes contre les hommes. Rien de bon ne pourra sortir de cette guerre. Absolument rien de positif ne pourra sortir de cette guerre. Tout le monde sortira perdant de cette guerre. Quand on a un discours qui est massif aujourd'hui, qui encourage les femmes à réussir leurs études, réussir leur carrière professionnelle, etc. Et qu'à côté, vous prenez l'exemple caricatural que je connais un petit peu, qui est celui de l'Algérie, mais qui est un échantillon parmi d'autres. L'Algérie est un pays où ce problème est amplifié, est encore plus caricatural, encore plus flagrant. On a un discours qui a fortement encouragé la réussite des femmes. On n'a rien demandé aux hommes.
On les retrouve à tenir un café, le dos contre le mur, dos au mur, avec une cigarette. Donc ça, là je caricature. Hein. Les hommes, comme on ne leur demande rien, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont même pas le bac, ils s'arrêtent avant le bac. Les femmes, comme on leur demande beaucoup, bah, elles font bac plus 5, je ne sais pas trop ce qu'il vaut hein, comme bac plus 5, hein, petite parenthèse. Mais quand même, une femme qui a bac plus 5 ne peut pas se marier avec un homme qui n'a pas le bac, dans la majorité écrasante des cas. Dans le cas de l'étude qu'on a faite, on a eu beaucoup de femmes qui ont rencontré des hommes qui leur plaisaient physiquement, qui leur plaisaient du point de vue de la religion, qui leur plaisaient sous plein d'aspects. Mais il était bouché aux professeurs alors qu'elles étaient cadres. Voilà. Ce n'est pas les hommes qui ont peur de ces femmes. C'est ces femmes qui ont le sentiment de manquer de valeur. Oui, c'est comme si je mérite quelqu'un de mieux. Mieux égale du même statut socio-économique. Donc ça, c'est une loi sociologique qu'on a sous-estimée, à savoir l'importance des statuts socio-économiques de l'homme et de la femme qui ne marchent pas de la même manière quand on est un homme ou une femme. Une femme va plutôt désirer quelqu'un qui a un statut soit égal, soit supérieur au sien. Un homme va plutôt souhaiter une femme dont le statut, la taille physique, le statut socio-économique, l'intelligence ou le niveau plutôt d'éducation va être soit plutôt égal, soit plutôt inférieur. Voilà. Donc là encore, on ne se croise pas. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous allez changer en un an. Ça ne changera pas, c'est quelque chose qui a existé depuis le début de l'humanité. Donc c'est pas dans le meilleur des cas, peut-être dans quelques siècles, ça pourrait changer. Mais pour l'instant, puisque c'est notre célibat à nous qui nous intéresse, ou le célibat de nos contemporains qui nous intéresse, cette direction est une impasse. On ne peut absolument rien faire. Donc la guéguerre qu'on peut se faire entre les hommes et entre les femmes, je pense vraiment qu'il faut, pour commencer à trouver une solution, comme dirait l'autre, enterrer la hache de guerre. Enterrer la hache de guerre, arrêter de se la raconter en termes de « je suis un homme donc » ou « je suis une femme indépendante et plus intelligente que toi aujourd'hui donc ». Je pense vraiment qu'il faut redevenir des hommes et des femmes au sens le plus honnête, le plus modeste, le plus simple. On est des créatures de Dieu, on appartient tous les deux à la même famille humaine et on est solidaires les uns des autres. La preuve, c'est que si les hommes sont méchants et débiles comme les femmes le pensent, ben les femmes sont en galère. Et si les femmes sont débiles et méchantes comme les hommes le pensent, ben les hommes sont en galère, ils n'ont pas de femmes. Pas de femmes, pas de famille. S'il y a famille, c'est des familles qui vont se décomposer en permanence et on va se retrouver avec de la délinquance, de la violence, de l'échec scolaire et ainsi de suite. Donc il y a une vraie responsabilité collective des hommes et des femmes pour enterrer la hache de guerre. Je vais proposer, il me reste combien de temps avant de finir pour la pause ? 5 minutes max. Ok. Donc, j'amène une vraie réflexion sur une politique du mariage et pas une solution au sens tac-tac, au sens marchande du terme, en plus payante. Et une politique du mariage a besoin de 4 objectifs qui sont des mariages plus tôt. Alors dire ça aujourd'hui, c'est un scandale. Hein. Quoi, tu veux que je me marie à 14 ans ? Doucement, j'ai pas dit qu'à 14 ans tu devais te marier. Je ne sais pas quel âge tu as. On parle entre adultes là. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Des mariages plus tôt. Par contre, pour qu'il y ait des mariages plus tôt, il faut planter la graine du mariage dans les enfants beaucoup plus tôt. Là oui, mais pas les marier à 8 ans. Si on plante la graine du mariage à 18 ans, elle va pousser à 40 ans. C'est à vous de choisir, hein. C'est une question d'agriculture basique. Vous demandez à n'importe quel agriculteur, vous n'avez pas il y a un délai entre le jour où j'ai planté la graine et le jour où la graine pousse et donne un fruit. Donc si vous voulez que
un homme, une femme ait envie, je ne parle même pas encore de capacité, ait envie de se marier avant 30 ans pour éviter le mur infernal des 30 ans, il faut planter la graine bien avant, comparé à ce qu'on a fait pour notre génération. Cette graine qui n'a pas été plantée, qui a été arrachée, on a dit surtout, oublie, réussis d'abord. Donc des mariages plus tôt. Et tout se joue entre, si on analyse vraiment d'un point de vue macro le phénomène, c'est entre 25 et 30 que le gros doit être fait, et après 30, c'est marginal. Or aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Le plus gros des mariages, c'est après 30 ans. Or après 30 ans, on n'a plus envie. On n'a plus envie pour plein de raisons. Déjà parce que je me suis fait avoir par 10 femmes, je me suis déjà marié, j'ai divorcé, etc. J'ai des mauvaises expériences et je vois que de la casse autour de moi et ainsi de suite. Donc il y a 1 milliard de raisons qui fait que après 30 ans, ça devient encore plus compliqué. Et donc la solution, elle est simple, mais c'est une solution à une échelle macro et qui se joue dès l'enfance, dès la maternelle. Comment planter cette envie à nos enfants dès la maternelle? Et ça, c'est un vrai enjeu politique, de politique du mariage. Des mariages plus faciles, je ne vais pas trop m'attarder sur chaque objectif parce que ça nécessite des développements. Des mariages plus nombreux, là, je vous donnais les exemples de sites de rencontres, même musulmans, même les plus sérieux. C'est extrêmement faible le nombre de mariages qu'ils arrivent à obtenir, malgré les milliers, les dizaines de milliers d'inscrits. Donc comment viser des mariages plus nombreux? Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas plus de rencontres. Ce qui nous importe, c'est plus de mariages, pas dans n'importe quelle condition, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit de foncer dans le mur avec n'importe qui. D'accord ? Donc voilà, troisième objectif, des mariages plus nombreux. Et des mariages plus durables. Durables au sens où ça tient la route. Et vous voyez bien que se donner comme objectif des mariages plus durables, ça veut dire traiter non seulement le problème du célibat, mais aussi des futurs divorces de demain, qui sont prévisibles, qui sont des grandes tendances d'aujourd'hui. Et cette politique du mariage a 3 grandes populations, 3 grandes catégories de personnes. La première qui sont concernés par cette politique, c'est pas les célibataires. Le problème du célibat n'est pas le problème des célibataires. Le problème du célibat est d'abord le problème de ceux qui ne sont pas célibataires, de ceux qui peuvent faciliter le mariage. Et en vrai, tout le monde peut faciliter le mariage. Vous attendez beaucoup trop des imams, des mosquées, des associations et des coachs. Même malgré leur meilleure bonne volonté, même si on avait les meilleurs imams et coachs et compagnie, on n'arrivera pas au bout du compte. On est des millions de célibataires. Ça ne marche pas. La seule solution, c'est que tout adulte, homme, femme, célibataire, marié, intègre dans sa vie personnelle le souci de faire le bien pour les autres. N'est pas vraiment croyant celui qui mange jusqu'à ne plus avoir faim alors que son voisin crève de faim, nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, n'est pas vraiment croyant celui qui fait sa vie, il est content, il est épanoui, il fait des stages d'épanouissement et tout ça là. Il est content. Mais donner de son temps pour que d'autres, pour soulager la peine des autres, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas porter le poids de l'humanité. Moi, je veux être léger. Je veux faire ma vie. Je veux profiter le max. Bien sûr, je fais la prière, c'est halal et tout ça. Et c'est vachement égoïste, c'est vachement pas islamique comme façon de voir les choses. Donc, il n'y a pas d'autre solution radicale que celle-là. Que chaque adulte, homme, femme, se dise « ma vie n'est pas ma vie ». C'est ma vie au sens où je suis libre, je peux en faire tout et n'importe quoi, personne ne peut me l'enlever ça. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Mais ma vie n'est pas ma propriété, d'abord c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de ma vie, qui est le propriétaire de ma vie. Je ne suis qu'une personne qui en jouit.
et j'aurai à en rendre des comptes demain. Donc ce n'est pas ma propriété. Mais en plus, même ma vie n'est pas ma vie parce que c'est aussi la vie de mes parents, c'est la vie de mes voisins, de mes frères et sœurs qui m'entourent, des gens bien qui me donnent de leurs conseils, de leur savoir, etc. Et des gens bien aussi qui ont besoin que je les aide. Et donc, le temps que j'ai n'est pas mon temps à moi. Une partie de mon temps appartient aussi aux autres. Parce que je suis musulman, parce que j'ai accepté d'être musulman, je m'engage à donner une partie de mon temps. Et donc la première population qui doit débloquer le problème, ce n'est pas directement le célibataire, c'est toute personne adulte, dont en vérité les célibataires, qui pensent à eux mais qui ne pensent pas aux autres, les célibataires. Les célibataires reprochent beaucoup aux gens mariés de ne pas leur présenter quelqu'un. Mais les gens mariés qui ne présentent pas quelqu'un, c'est le célibataire d'aujourd'hui qui, quand il sera marié, ne présentera personne. Dans la majorité des cas, la roue tourne, hein, on commet le même problème. On crie au scandale simplement parce que c'est moi la victime aujourd'hui du problème. Mais c'est le même problème qui arrive à différents moments. Donc voilà, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est les moins de 30 ans, mais ça va de la maternelle jusqu'à 30 ans. De la maternelle jusqu'à 30 ans, il faut des programmes d'action, pas une solution, des programmes d'action. Pour planter la graine du mariage, faire aimer, donner envie, pour donner la capacité, pour accélérer la maturité des hommes et des femmes aussi, beaucoup plus des hommes parce qu'il y a un rattrapage à faire. Comment accélérer la maturation d'un homme? Il ne suffit pas de crier au scandale, c'est un fait. Mais ça ne sert à rien de crier au scandale, il faut corriger. Et on ne peut pas le corriger passé 30 ans, on peut réduire un petit peu. Il faut le corriger radicalement, plus tôt. Donc au lieu de crier au scandale et de passer des années à crier au scandale, comment est-ce qu'on peut s'engager à animer des ateliers avec des jeunes, des stages pratiques, pour leur enseigner le sens de la responsabilité beaucoup plus tôt? Et ça, c'est vous, adultes, qui avez du temps, qui pouvez le faire. Et troisième type de population, c'est les personnes qu'on peut dire en situation sensible ou de vulnérabilité. Et dedans, il y a passé la trentaine, encore plus passé la quarantaine, il y a les convertis, il y a les divorcés, il y a les divorcés avec enfants. Voilà. Selon les trois grandes catégories, on n'a pas du tout les mêmes types d'actions et de solutions à proposer. Donc voilà en gros cette petite introduction pour les problèmes et les solutions à proposer.